Fidèle abonné de Beneweb TV, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'émission Point de vue. Au menu, la levée des restrictions de liberté de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous opinerons également sur la mort de Floyd George aux États-Unis, une mort qui a provoqué des vagues de réactions au pays de l'oncle Sam. Au plateau, je suis avec Modeste Dossou et Pancras Lovou, tous deux journalistes. Modeste, bonsoir. Bonsoir. Pancras, bonsoir. Bonsoir. Comme je vous le disais déjà, le président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont désormais libres de tout mouvement, suite à une décision de la CPI rendue jeudi dernier. Pancras, de votre position d'analyste, comment vous recevez cette décision de la CPI? Merci. À ma position de journaliste, cette décision est déjà prévisible selon moi. D'accord, tout jouait en faveur de Laurent Gbagbo et de son poulain, Charles Blé Goudé. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, la décision a été relativement accueillie. Il y a les militants de Laurent Gbagbo qui se réjouissent. Et puis de l'autre côté, des autorités ivoiriennes, c'est le silence pour le moment. Donc, pour moi, c'est déjà une décision prévisible. Et même le procès en appel qui est en chemin ne va pas changer grand-chose en ce qui concerne le sort de Laurent Gbagbo et puis de son co-accusé, Charles Blé Goudé. Voilà, c'est votre point de vue. Modeste Dossou, le président, ou bien je vais dire le leader charismatique de la gauche ivoirienne et son filleul sont désormais libres, mais pas définitivement libérés. Oui, déjà, je pense que cette décision de la Cour vient juste vient par anticipation à la décision qu'elle prendrait éventuellement, parce que je pense que c'est l'audience qui devait avoir lieu récemment, et c'est une audience pour décider de ces différentes restrictions justement. Et voilà que avant même que l'audience n'ait lieu, et la Cour même dit que cela n'a rien à voir avec le recours déposé par les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc la Cour elle-même, elle a décidé elle-même unilatéralement de lever ces restrictions. Cela veut dire qu'elle a évalué beaucoup de circonstances, qu'elle a vu beaucoup de paramètres, et par rapport à ces paramètres, elle a décidé il faudrait bien que ces restrictions ne tiennent plus, parce que selon normalement le droit, quelqu'un qui est acquitté et libéré ne devrait plus être en liberté conditionnelle. Voilà. C'est ça qui a même fait que Charles Blé Goudé n'a pas vraiment trouvé de pays d'accueil, parce que beaucoup de pays disaient qu'ils ne savent pas comment recadrer. Voilà, dans quel marge de manœuvre donner à ces personnes. Voilà. Dans quel sillage de droit ils peuvent garder quelqu'un qui est libéré, mais on dit qu'il est libéré sous condition encore, des trucs comme ça. Cependant, c'est une décision salutaire, et cela, il va du bon sens. Cela aussi va de la bonne marche, de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà, vous évoquez aussi le cas des avocats de Laurent Gbagbo, Maître Emmanuel Altier, qui exigeait quand même une libération définitive de son client. Aujourd'hui, doit se contenter, autant pour moi j'y arrive, d'une libération entre griffes. Est-ce que c'est une belle consolation, comme le disait l'autre? Non, mais pas du tout. C'est ce qu'on appelle une consolation en bonne et due forme. C'est ce qu'on appelle la justice. Si je me permets de dire que la Cour est là pour dire le droit. Donc elle a dit le droit. Puisque quelqu'un qui a été libéré, acquitté et libéré, devrait plus normalement avoir ces restrictions autour de la libération. Cependant, il y a eu quand même des restrictions. Donc je pense que ce n'est pas une belle consolation, au contraire, c'est une victoire pour les conseils de M. Gbagbo, parce que c'est la Cour elle-même qui a pris cette décision. Cela va au-delà de leur demande. Maintenant, après, la Cour va encore revenir et revoir par rapport aux demandes que les avocats ont faites pour décider s'il faut lever toutes les restrictions
ou en rester à cette... Cependant, ce qui est levé, les restrictions qui sont levées, c'est l'essentiel, vu que le président Gbagbo pourra désormais rentrer chez lui, enfin, pourrait désormais rentrer chez lui. Voilà, vous plantez déjà le décor. Pancras, le combat vient de commencer parce que le président Gbagbo est libéré, c'est vrai, il y a la liesse à Abidjan et tous ses partisans se réjouissent, mais la grande question, la grande interrogation reste aujourd'hui le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est vrai, c'est la condition posée par la Cour pénale internationale. Le pays hôte doit être en accord avec l'intéressé qui doit revenir. Maintenant, entre le souhaitable et le possible, il y a un pont. Le souhaitable, ça, c'est du côté de Laurent Gbagbo et de son problème. Eux, ils veulent retourner. Leurs partisans réclament d'abord leur retour. Mais le possible, ça dépend des autorités ivoiriennes. Ce sont elles qui doivent dire, voilà, revenez avant que ils atterrissent sur le sol ivoirien. Non, mais est-ce que vous pensez, en termes clairs, est-ce que vous pensez que le régime Ouattara aujourd'hui a intérêt ou bien peut faciliter le retour de Laurent Gbagbo? Je pense que Alassane Draman Ouattara a intérêt, d'accord, à autoriser Laurent Gbagbo à revenir au pays. C'est une grande occasion que la CPI lui offre actuellement pour une sortie honorable, d'accord, de sa mandature. Je n'oubliez pas, le projet phare de l'actuel président, c'est la réconciliation. La réconciliation, ça n'a pas eu lieu jusqu'au soir de son second mandat. Je crois que c'est une belle occasion pour lui de se rattraper sur ce plan-là. Voilà, Modeste Dossou, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, vous les voyez déjà à Abidjan? Pas déjà à Abidjan, ça c'est, et comme le dit mon confrère, cela dépend actuellement, là, cela dépend de Ouattara. Mais est-ce que Ouattara va faciliter leur retour? Oui, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs points qu'il faut évaluer. Et d'un côté, oui, si Gbagbo veut rentrer, eh bien, Ouattara avait déjà dit, ou plutôt le régime au pouvoir actuellement avait déjà dit que si Gbagbo allait rentrer, que ce serait après négociation avec les autorités ivoiriennes. Donc je pense que pendant ces négociations, Ouattara pourrait en profiter, vu qu'il a tout fait pour que... Enfin, ça c'est ce que les observateurs disent, c'est ce que les faits démontre, même si, bon, éventuellement, ça pourrait ne pas être ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de prétendants, je parle de M. Soro et certaines personnalités qui ont été écartées carrément ou presque de la course à la présidentielle. D'accord? Alors, je pense que si Ouattara veut vraiment rester dans cette logique, si le régime Ouattara veut rester dans cette logique, elle ferait en sorte de faire traîner les choses jusqu'à ce que Gbagbo ne revienne qu'après la présidentielle. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, il pourrait profiter de la situation et dire, OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer et ça ne me gêne pas, mais à condition que vous ne vous mêlez pas de la politique et tout. Bon, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Cependant, Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est une grosse pointure, ce sera un gros épine et dans la gorge dans le pied du RHTP. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que, est-ce que, rappelons que Gbagbo avait été condamné à 20 ans de prison pour un supposé braquage de la BCEAO. Donc, il faut déjà savoir, est-ce que l'amnistie que le président avait accordé à ces personnalités-là, prisonniers politiques, voilà, pendant la crise post-électorale de 2011, est-ce que Laurent Gbagbo fait partie de ceux qu'on a amnistiés ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Et si on a amnistié tous ces gens-là, normalement, on ne devrait plus aujourd'hui être en train de parler de cette condamnation. Et donc, normalement, M. Gbagbo peut rentrer sans aucune négociation. Bon, après ça, savoir... Quand vous les évoquez, déjà, la question de la présidentielle, nous allons remonter sur ça. Grâce, d'aucuns disent que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et de Charles Blé Goudé rabat carrément les cartes sur l'échiquier politique à 5 mois de la présidentielle. Bien évidemment, c'est inévitable. Laurent Gbagbo, c'est un grand acteur de la classe politique ivoirienne, ainsi que Charles Blé Goudé. Donc, leur retour
sans doute, va changer les plans. Changer les plans, je ne sais pas du côté de la mouvance, puisque de ce côté, il y a déjà un candidat qui est déjà désigné, mais au niveau de l'opposition, parce qu'au niveau de l'opposition, je crois que la seule personne qui s'est prononcée visiblement, c'était Guillaume Soro. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas évident qu'il soit candidat, puisque là, il est fugitif. Voilà. Donc, en dehors de Guillaume Soro, qui pourrait être candidat ou qui pourrait porter l'opposition? D'accord, il y a Bédier, d'accord, qui veut nouer une alliance avec le FPI. Il a déjà montré. Maintenant, Gbagbo serait lui-même candidat, ou bien il va parrainer quelqu'un d'autre pour être candidat. Il est clair que le retour de Laurent Gbagbo va chambouler les choses pour la prochaine présidentielle. Voilà, Modeste Dossou, est-ce que le retour de Gbagbo et de son général de rue, comme on appelle Blé Goudé, est-ce que ça rabat les cartes? Est-ce que ça brouille un peu les cartes au niveau du RHDP? Bien sûr, bien sûr. Pas au niveau du RHDP, mais au niveau de la Côte d'Ivoire entière. Et il faut dire que beaucoup de gens pensent ou veulent que Laurent Gbagbo se présente à la présidentielle. Maintenant, reste à savoir si lui-même va ou veut ou va se présenter. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Cependant, il faut dire que si Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sera vraiment du lourd face au RHDP qui ne semble pas si solide que ça. Voilà. Non, le parti ne s'inquiète pas. Apparemment, bon, tout va bien se passer. M. Gon pourrait gagner la présidentielle les bras en l'air. Ouais. Ça, c'est ce que pensent les membres du parti. Mais franchement, le RHDP n'est pas aussi solide qu'on le pense. Il y a beaucoup de dissensions, beaucoup de malcompréhensions ou malentendus qui commencent à déjà germer au sein de cette famille politique. Et ça pourrait éclater du jour au lendemain. Il faut déjà comprendre que c'est le leadership de M. Ouattara par rapport à ce parti qui fait encore qu'il y a une certaine stabilité apparente. Cependant, si Gbagbo rentre et qu'en réalité, il y a une alliance entre lui et les autres partis d'opposition, c'est possible que cela ébranle quand même le RHDP. Il faut aussi rappeler un petit truc, je vais prendre un peu plus de temps. Allez. Il faut rappeler un petit truc. M. Gbagbo sera encore plus puissant si au sein du FPI, il y a une certaine réconciliation. C'est là que résidera la force de l'opposition. Il faut que le FPI renoue avec la paix. Il faut que M. Afin-Guessan et M. Gbagbo décident de revenir à un seul FPI. Et tout ça, le parti sera encore plus coriace. Voilà, vous avez semblé faire la question, mais ce que je voudrais savoir, mais ce que les internautes voudraient aussi savoir, est-ce que le retour de Gbagbo ou sa probable candidature pourrait remettre en question la candidature au sein du RHDP, c'est-à-dire comme pour Koulibaly? Non, pas du tout. Je ne pense pas. Rien ne prouve d'abord, il n'y a personne aujourd'hui que je suis en train de voir je parle indirectement du président Ouattara. Oui, je suis en train de dire, le Ouattara ne reviendra plus. Ça là, c'est clair, à moins que ce soit un président dont on ne puisse se fier à la parole. Parce qu'il a donné sa parole publiquement, je ne reviendrai plus. Alors, si M. Gbagbo décide d'être candidat, ce n'est pas évident que M. Ouattara revienne, vu qu'il a, c'est vrai, je comprends votre inquiétude, il avait dit que si les gens de sa génération étaient candidats, qu'il reviendrait. Mais ce serait vraiment une contradiction énorme, une certaine, cela va ternir sa parole s'il décide de revenir vraiment, et M. Gbagbo est candidat. Voilà. Ce dont je doute, la candidature de M. Gbagbo. D'accord. Nous tenons l'une des pièces clés de notre réconciliation. C'est ainsi qu'a réagi rapidement dans un communiqué le président Henri Konan Bédié. Est-ce que vous voyez vraiment une réconciliation en vue en Côte d'Ivoire ou bien juste une convergence des intérêts politiques, Pancras? Les deux en même temps. Oui, Laurent Gbagbo, c'est une pièce maîtresse dans la réconciliation de la Côte d'Ivoire. C'est un ancien chef d'État, d'accord, il ne faut pas l'oublier. Donc, il a une partie du peuple qui le soutient. Donc, Laurent Gbagbo a un grand rôle à jouer dans la réconciliation de la Côte d'Ivoire. C'est en ce sens que je dis que
le président Ouattara a une occasion en or de sortir par la grande porte. Je crois qu'il devait saisir cette occasion-là et d'autoriser M. Gbagbo à revenir au pays et d'enclencher véritablement la réconciliation proprement dite. C'est vrai que après la libération de Laurent Gbagbo, on va se demander si ce n'est pas l'auteur du crime qui est le véritable auteur du crime. Si on parle de la réconciliation, il y a aussi la justice. D'accord? Il faut trouver les coupables et il faut les punir. Donc, si Gbagbo est libre, Ouattara autorise Gbagbo à revenir, il va falloir qu'on trouve les auteurs du crime et que la justice soit faite afin qu'il y ait une véritable réconciliation. Mais n'empêche que le retour de Laurent Gbagbo aura fait un effet au niveau, sur le plan de la réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour Charles Blé Goudé, c'est une question du peuple. Il dit que ce n'est pas une victoire d'un camp contre l'autre, mais que c'est un processus de réconciliation qui est enclenché. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça c'est une réaction stratégique et politique. D'ailleurs, je crois que dans ces genres de conditions, ce sont des réactions qu'il faut tenir pour ne pas tout de suite sauter sur l'adversaire, mais plutôt tenir des propos de réconciliation qui va arranger tout le monde, des propos dans lesquels tout le monde peut se retrouver. J'apprécie ces propos de Charles Blé Goudé, même si derrière ils peuvent avoir des intentions cachées. Il faut séduire le peuple, on a des ambitions aussi, c'est tout à fait normal, hein, mais n'empêche que c'est une bonne réaction, d'accord, digne d'un homme d'État ou bien d'un homme qui envisage un jour occuper le fauteuil présidentiel. Merci. Voilà, Modeste Dossou, Charles Blé Goudé, qui quand même réagit de la manière la plus noble. Oui, je suis tout à fait d'accord avec sa réaction. C'est vrai que c'est stratégique, mais c'est des discours qu'il tenait depuis qu'il était à la cour, hein, depuis les audiences préliminaires, sa libération et tout. Je crois les deux tenaient quand même des discours de paix et de réconciliation. Et les deux étaient quand même dans une posture de personnes de paix. Alors, il faut dire que le retour de ces personnalités, surtout le retour de Laurent Gbagbo, c'est la pièce manquante pour que cette énigme soit résolue. C'est la pièce manquante. Parce que, après une guerre, il faut s'arrêter, s'asseoir, situer les responsabilités, faire la paix, se réconcilier. Et c'est vrai, on parle de réconciliation, mais il faut quand même situer les responsabilités. On a décidé unilatéralement, les gagnants de la guerre ont décidé que c'est le camp d'en face, ceux qui ont perdu la guerre, c'est-à-dire Gbagbo et compagnie, qui ont été à la base de tous ces morts. On les a amenés devant la justice et la justice a tranché. On peut tout dire, il peut y avoir des frustrations, des gens pourraient ne pas être contents et tout, mais la justice a tranché que voilà, ils ne sont pas coupables. Ou éventuellement la justice de nos têtes, c'est-à-dire ceux qui ont vécu les événements, nous qui avons observé aussi ces événements, nous dirons, voilà, ils sont peut-être pas coupables, ils sont pas plus coupables quand même que d'autres aussi, parce que dans une guerre, il y a forcément pas une seule personne, il y a forcément deux ou plusieurs personnes. Dans une guerre, il y a plusieurs camps. Donc on ne peut pas comprendre qu'il y ait une guerre et qu'après la guerre, que les gagnants disent que c'est ceux qui ont perdu qui ont été responsables de la guerre. Mais maintenant que la justice a tranché, c'est le moment de s'asseoir et de dire, ok, revenons. On l'a amené, on a dit qu'il n'est pas coupable. Nous avons tous contribué au détriment de notre pays. C'est le moment pour nous de revenir, de nous asseoir, de faire la paix et de reconstruire ce pays-là. Mais c'est le discours que tiendra Gbagbo une fois chez lui. S'il rentre, parce qu'il faudrait déjà que, comme le dit mon confrère, Ouattara fasse tout pour que Laurent Gbagbo, s'il souhaite rentrer, rentre. Cela fera déjà un grand pas, 90% du travail de réconciliation. Le reste, ce sera le discours que les deux personnalités vont tenir et que les adversités politiques ne se retransforment pas après à
comment dire, à une guerre armée proprement dite. C'est là le véritable problème qui ne fait que commencer. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire ne fait que commencer maintenant sa route vers la paix et la réconciliation. Si elle trébuche, elle va sombrer à nouveau dans les conflits armés. Voilà. Ce qu'on ne le souhaite pas. Voilà, on ne le souhaite pas vivement pour le peuple ivoirien. Pancras, est-ce que le retour de Gbagbo avec les tensions qu'il y a actuellement sur l'échiquier politique ivoirien à 5 mois de la présidentielle vous rassure? Mais bon, la Côte d'Ivoire, pour son histoire, n'a pas, pour la plupart de ces élections, les élections ne sont pas déroulées, ne se déroulent pas de façon paisible, voilà, qu'on aurait souhaité. D'accord. Pour les prochaines élections, on constate qu'il y a une tension, d'accord, préélectorale, ce qui est normal dans presque tous les pays qui veulent aller aux élections. Donc, le souhait est que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Je crois que le retour de Laurent Gbagbo viendra même apaiser la tension, apaiser la tension. On sait que Ouattara n'est pas candidat, ce qui est déjà bon pour la paix dans ce pays. Maintenant, Laurent Gbagbo est de retour. On ne connaît pas encore sa position. D'accord. Bon, il n'est pas encore revenu d'ailleurs, mais il est, disons, sur le chemin de retour. On ne sait pas sa position, est-ce qu'il sera candidat, oui ou non. Mais je crois que c'est une avancée pour la Côte d'Ivoire, d'accord, de tenir des élections paisibles. Je vais revenir sur la question de la réconciliation. Oui, vous savez, le retour de Laurent Gbagbo, c'est vrai, c'est un grand pas. Mais au-delà de ces deux personnalités, c'est-à-dire Ouattara et Gbagbo, il y a entre-temps une autre personnalité qui s'était glissée, qui est Guillaume Soro. Gbagbo est de retour, mais lui, on l'a envoyé ailleurs. Lui pourrait dire désormais que lui aussi, il est une pièce manquante de la réconciliation. Lui aussi, il a ses militants. Oui. D'accord. Si Ouattara, lui, il est présent, Gbagbo est présent, les militants de Soro vont dire, notre leader aussi, pourquoi il est envoyé en exil, il doit être présent aussi. Vous voyez, donc, la réconciliation n'est pas encore effective, tout n'est pas encore réuni pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire, mais la libération, sinon l'assouplissement des mesures restrictives de la liberté de M. Gbagbo est un grand pas, d'accord, vers la réconciliation et vers la tenue des élections paisibles. Voilà. Je voudrais ajouter un petit truc, une minute. Au fait, je pense que le problème de Guillaume Soro, c'est un tout autre problème. C'est vrai, il faut réunir toutes les pièces maîtresses pour que ça fasse ce truc-là. Mais le problème de Guillaume Soro, c'est un tout autre problème. C'est une guerre entre un camp qui a gagné et finalement qui se chamaille. C'est une guerre entre lui et Ouattara. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce Guillaume Soro a une personnalité, il a des militants en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas qu'on lie tout de suite la guerre entre Soro et Ouattara à la Côte d'Ivoire. Parce que si on fait ça risque d'aller dans tous les sens. Oui, ça risque d'exploser, d'aller dans tous les sens. Au fait, on ne peut pas lier la guerre entre deux anciens amis, une guerre d'intérêt, personnellement, je pense que c'est une guerre d'intérêt, à l'histoire de la Côte d'Ivoire, de tout le pays. Ils ne peuvent pas tenir en haleine tout un pays. Non. Je pense que la vraie réconciliation, c'est entre les deux camps qui se sont fait la guerre. Et les deux camps qui se sont fait la guerre, c'est le camp Gbagbo et le camp Ouattara. Et dans le camp Ouattara, il y a une autre guerre qu'ils doivent eux aussi essayer de résoudre, de régler à l'interne. Parce que le problème de Soro et Ouattara, c'est tout un autre problème, malheureusement, quoi. Voilà, malheureusement, on reste quand même... D'Abidjan, on va se rendre dans l'état de Minnesota, aux États-Unis, j'y arrive, pour évoquer l'actualité qui défraie la chronique. C'est bien le décès de George Floyd après une interpellation un peu plus musclée de la police. Modeste Dessous, on a vu des vagues de réactions qui se sont suivies, on a vu des manifestations et tout. Comment vous avez vécu et comment vous continuez de vivre cette actualité? Alors, d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose. Ce qui s'est passé au Minnesota, je crois à Minneapolis, oui. Ce n'est pas le décès de George Floyd, c'est l'assassinat de George Floyd. L'assassinat
Il faut préciser, c'est un meurtre. La personne qui faisait, ce policier savait exactement ce qu'il faisait. Ne nous leurrons pas. Sinon, comment se fait-il que même en face de lui, il y a des gens qui lui disaient arrêtez. Même quand le service d'ambulance, même si les ambulanciers sont arrivés, il a fallu qu'ils reviennent une seconde fois lui dire, dans la vidéo on a vu. Tout le monde a vu qu'ils reviennent lui dire levez-vous. Les ambulanciers sont arrivés, vous étiez 4 policiers. Le gars est menotté. Et vous trouvez qu'il faut forcément l'étouffer. C'est dingue, c'est assassin. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'arrêter ou de suspendre ces 4 policiers et de dire bon, ça va. Il faut les arrêter, les juger. Et malheureusement, il faut les juger, c'est la peine maximale. Oui, la peine maximale, ce n'est pas forcément la peine de mort, mais ils doivent être condamnés à la perpétuité. C'est un meurtre presque prémédité, mais c'est un meurtre intentionnel, c'est un crime raciste. Voilà, je vais en revenir. Pancras, ce qui paraît un peu bizarre dans ce que beaucoup d'observateurs ne comprennent pas, la scène s'est déroulée le lundi et c'est finalement le vendredi que, entre griffes, celui qui est mis en accusation est arrêté. Est-ce que vous ne voyez pas un écart un peu exagéré? D'abord, il faut se rendre à l'évidence qu'aux États-Unis, le racisme, c'est une réalité. C'est une réalité, ce n'est pas la première fois. On a déjà eu plusieurs cas, d'accord, je peux utiliser le thème de Modeste, l'assassinat des Noirs par les policiers américains. Le retard ou bien la lenteur que nous avons observé dans l'inculpation de policiers, en réalité, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est le mot de gouvernance. Oui, mais c'est un événement. D'accord? C'est un événement. Et nous ne sommes pas surpris que le policier soit libéré après procès ou bien blanchi. Oh, ça, c'est déjà arrivé. On surprend le policier en train de tuer le noir, mais après le procès, on dit que le policier a en légitime défense. Vous vous rendez compte? Le policier a en légitime défense. Pour ce cas, d'accord, on s'est contenté de licencier les 4 autres policiers et ils sont laissés en liberté. Ils ont été arrêtés hier. Voilà. Bon, ils ont été arrêtés hier. D'accord. Voilà. Donc, le policier, en réalité, vous allez constater même dans le rapport, ils ont dit que l'homme, l'intéressé qui a été menotté, a résisté à son arrestation. Et c'est cette cause qui a expliqué l'acte posé par le policier. Or, les vidéos, les caméras ont montré visiblement que le monsieur, George Floyd, n'a pas résisté. Il était tranquille, d'accord, il n'a rien fait. Mais le policier a jugé bon de le brutaliser, de l'étouffer, et puis de le tuer. Je déplore un peu la réaction du président américain. Bon, c'est pas étonnant, hein. Il s'est attristé. Mais il a dit qu'il va réfléchir en ce qui concerne la poursuite de ce dossier-là. D'accord? Si vous entendez ces propos, vous vous rendez compte que c'est un pays raciste. C'est une évidence, c'est un pays raciste, il ne faut pas s'en cacher. Voilà, c'est dommage que le pays que nous qualifions de peut-être l'une des premières démocraties au monde, on observe des actes de ce genre-là. Voilà, puisque vous parlez des réactions, Modeste Dossou, le président Barack Obama est sorti, il s'est d'abord indigné par rapport à ce qui s'est passé, mais il dit que ce n'est pas en 2020 que ces actes-là doivent être posés aux États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, cela veut dire qu'en réalité, en 2020, c'est un nouveau monde. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est des trucs qui se passent en 1853, 1800, 1600, 1700, du temps de l'esclavage. C'est en 2020, franchement, quoi, c'est le monde où, comment dire, c'est le petit village que forme le monde. On ne peut plus continuer à parler de race, de racisme. C'est grave, c'est très grave que ce soit aux États-Unis. Cela montre en fait, avec le coronavirus et tout ce qui se passe aujourd'hui, cela montre la réalité des États-Unis. La première puissance mondiale, la première démocratie mondiale, finalement, ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'une façade qu'on nous montre. Les États-Unis ne sont puissants que militairement. Le reste, bon, tout s'est effondré finalement. Regardez, pendant cette crise de coronavirus, des gens qui étaient quand même des Américains moyens, ont commencé à, si tu n'es pas riche, c'est fini. Tu commences à venir demander de la manger
comment on dit, en France, on parle des restos du cœur et autres. Voilà. Les gens ont commencé à quitter chez eux parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. Il n'y a pas la sécurité sociale. Le service sanitaire, on a vu les limites. Voilà les problèmes. Avec ce problème de racisme aujourd'hui aux États-Unis où on dit la première démocratie, les Américains ci, les Américains ça, voilà. Et avec ça, on condamne encore d'autres pays. On pense que d'autres pays on est meilleur que d'autres pays. Les États-Unis, comme l'a dit, je vais utiliser l'expression du président Donald Trump, les États-Unis aujourd'hui, et ça s'apparente à ce que Donald Trump a appelé pays de merde. Pays de merde, voilà. Pancras, est-ce que vous espérez finalement que justice soit vraiment rendue à l'âme de Floyd? Bien évidemment, c'est ce que nous attendons tous, que la justice soit faite. On connaît les faits, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, peut-être on pourrait dire que la justice américaine, la procédure, c'est toute une autre chose. Les faits ne peuvent pas refléter le résultat. Mais on espère vivement que le policier mis en cause soit sanctionné, subit la loi, pour que la famille, enfin, la famille de Floyd puisse se réjouir et faire le deuil de leur fils qui est assassiné. Voilà, puisqu'on est aux États-Unis, on va se rendre à Washington, cette fois-ci pour parler du retrait américain de l'Organisation mondiale de la santé. Modeste Dossou, Donald Trump a finalement posé le pas. Oui, bon, Trump, c'est ce que moi j'appelle un président capricieux. C'est vrai que pour la plupart du temps, il pose des actes comme ça, je sais pas, sur les émotions et tout, il joue à l'américain. En fait, c'est le typique de l'américain, arrogant, je suis désolé pour l'expression, mais c'est comme ça, et avec fierté et tout, voilà. Et je pense que son retrait, sa suspension des fonds, et puis son retrait, c'est malheureux, c'est un acte déplorable, c'est malheureux que les États-Unis fassent ça. Mais aujourd'hui, je pense que Donald Trump est en train de faire une grosse erreur. Au fait, tout ça, c'est juste pour détenir l'attention du monde entier et de ses propres concitoyens sur sa propre gestion actuelle du coronavirus. Voilà. C'est ça. Depuis qu'on a commencé à parler de mauvaise gestion du président américain de cette crise de cette crise sanitaire qui est mondiale d'ailleurs, Donald Trump a trouvé comme stratégie de s'en prendre aux autres, de trouver des boucs émissaires comme la Chine aujourd'hui qui est vraiment son plat préféré, son plat préféré, et l'OMS aussi. Que les États-Unis sortent de l'OMS, d'accord, en cette période de pandémie, c'est grave. Parce que c'est en cette période qu'on a besoin de tout le monde. Apparemment, Donald Trump a décidé de faire chemin seul et c'est malheureux, mais on a compris. Ça a laissé place à la Chine qui aujourd'hui est devenue la principale puissance aujourd'hui de l'OMS. Malheureusement, ce que les Américains ne voulaient pas est en train de se produire. Et à la fin, l'histoire parlera du fait que les Américains se sont enfuis face à une crise et la queue entre les jambes, et que les Chinois sont venus à la rescousse du monde. Malheureusement, c'est ce qu'on va finalement dire. Voilà, c'est votre point de vue. Pancras, l'Organisation mondiale de la santé perd la confiance de son plus grand contributeur en pleine pandémie de coronavirus. Mais cette décision-là peut étonner s'il s'agit de Donald Trump. Je ne pense pas que c'est étonnant, c'est pas étonnant. C'est déjà prévisible. Le monsieur a dit qu'il va quitter les grandes organisations. Bon, il le fait. N'oublions pas quelque chose, Donald Trump, c'est le président des États-Unis, c'est le président de l'Amérique. Lui, il se préoccupe des Américains. D'accord? N'oubliez pas également qu'il y a des élections qui viennent. Donc, si lui, il pose un acte et il constate que sa base électorale est d'accord avec lui, il s'en fout. Hein. Le reste, là, ça ne le regarde pas. D'accord? Modeste a parlé de la Chine qui pourrait prendre la première puissance économique. Oui, c'est vrai. Mais il faut avoir également le courage de dire que les États-Unis contribuent énormément à l'OMS. Près de 450 millions de dollars, contrairement à la Chine qui ne contribue qu'à hauteur de 40 millions ou environ 30 millions. Donc, au-delà de tout, c'est une grande perte pour l'OMS. Ça aura
sans doute des conséquences sur tout le monde entier, y compris sous nos cieux ici. D'accord? Mais je pense que c'est un peu indécent, c'est un peu déplorable, mais le monsieur ne pense qu'aux Américains, notamment à sa base. Lui, il vise les élections. Donc, que la décision ne vous plaise ou ça ne le regarde pas. Ça ne le regarde pas. Si sa base est d'accord avec lui, ça lui suffit déjà. C'est sur les gens qui ont ce problème. Alors, j'aimerais profiter pour rectifier un truc. Je n'ai pas dit que la Chine est en train de prendre la première puissance économique, non. Je dis, et encore que là, c'est discutable. C'est discutable, quoi. La Chine pourrait même être déjà la première puissance économique. Je suis en train de dire, en fait, la Chine n'avait pas un grand poids au niveau de l'OMS pendant que les États-Unis étaient là. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont en train de blâmer la Chine, que c'est à cause de la Chine qu'il y a cette pandémie et tout. Pourtant, ils quittent l'OMS. Et ce qu'ils sont en train de ne pas vouloir, c'est que la Chine pourrait prendre maintenant de l'ascendance. La Chine a déjà dépensé plusieurs milliards aujourd'hui, a déjà alloué plusieurs milliards aujourd'hui à l'OMS. Aujourd'hui, c'est pratiquement ce pays-là qui seul essaie de faire des efforts pour tous, finalement. Enfin, selon ce qu'on voit, selon ce que les médias disent, selon ce que la Chine laisse voir. C'est vrai qu'il y a autour beaucoup de considérations politiques, géopolitiques et stratégiques, mais c'est dingue que les États-Unis, qui autrefois voulaient être le gendarme du monde, voulaient tout faire pour gagner, pour contrôler le monde, aujourd'hui sont en train de tout faire pour rester unilatéraux, pour ne plus travailler ensemble, alors que c'est le moment actuel l'oblige. Voilà, amis internautes, ce sont sur ces points de vue que nous allons mettre un terme à cette émission. Retenez qu'il a été question de la levée des restrictions imposées à l'ancien président Laurent Gbagbo et à son filleul Charles Blé Goudé. On a également parlé de la mort de George Floyd aux États-Unis avant de boucler la boucle finalement avec le retrait américain de l'Organisation mondiale de la santé. J'étais avec Pancras Lovou et Modeste Dossou. Merci de nous avoir suivis et au samedi prochain pour un nouveau numéro.